Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, nous sommes bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie, également revenir sur les sujets d'actualité, notamment le report du Congrès où l'on se pose énormément de questions. Qui a tort entre Mbosso et Bahati, ou encore, peut-on parler déjà d'une guerre de repositionnement politique? Ici, sur ce plateau, nous recevrons deux invités. D'abord, Leader Balekela est secrétaire national adjoint en charge de la communication numérique au sein de la FDC. Nous parlerons également du même sujet avec Maître Jeannot Lompepe du FCC. Et oui, nous allons aussi revenir sur ce que nous vivons à travers les artères de la ville de Kinshasa en ce qui concerne l'automobile, ses impositions, notamment les taxes et impôts en rapport soit avec la vignette ou encore des contrôles techniques. La même méthodologie persiste. Y a-t-il innovation ou pas? On reviendra également sur ce sujet avec M. Takizala, qui sera notre troisième invité sur ce plateau. Kinshasa Direct, c'est aussi l'actualité, les grandes lignes. C'est avec Christian Kalonji, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Alec Boutella, merci d'être avec nous. Place à l'actualité sur Télé 50. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à repousser une attaque du M23 soutenue par l'armée rwandaise contre ses positions des Rwanda dans le groupement des Boumba près de Kibumba vers la frontière avec le Rwanda. C'était après des affrontements qui ont eu lieu depuis ce matin. Les activités académiques sont momentanément suspendues à l'université de Kinshasa pour cause la tension observée depuis lundi. Les étudiants protestent contre la hausse des prix des frais académiques et réclament la mise en circulation des bus Trans-Academia. Dans l'actualité également, une centaine des agents du ministère du Portefeuille étaient en sit-in ce mardi devant le bâtiment du ministère des Finances. Ces agents en colère réclament 27 mois d'arriérés de salaire. Et puis dans le monde, l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus est réélu à la tête de l'Organisation mondiale de la santé pour un nouveau mandat de 5 ans. Premier Africain à occuper ce poste. Sa réélection a eu lieu au cours de l'Assemblée générale de la santé. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure à 19h avec Gloria Mbouya. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Eh bien, voilà, de retour sur ce plateau. Nous allons déjà commencer avec notre tout premier dossier en ce qui concerne le report du Congrès. Ce sera avec Leader Balekela. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyez vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Bien, Monsieur le leader Balekela, il nous a rejoint ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci bien. Ancien Merci. journaliste.
de renom, quand même, il faudra le dire. Hein. Vous avez également évolué, actuellement, vous évoluez dans le secteur politique où vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication numérique au sein de la FDC. Bien sûr que oui, madame. Alors aujourd'hui, on revient sur cette actualité quand même qui semble un tout petit peu, alors que le chef de l'État a réuni les sénateurs pour annoncer justement ce congrès. Le congrès finalement reporté. L'Assemblée nationale ne l'entend pas du même oreille que le Sénat. Merci beaucoup, madame, de l'occasion que vous nous accordez de réduire de manière la plus sensible les limites de la sous-information entretenue par quelques personnalités ou une personnalité du pays dans la compréhension de concepts ou des notions de renouvellement ou de remplacement d'un juge de la Cour constitutionnelle. Et pour le cas de figure, nous nous retrouvons dans le cas d'un juge de la Cour constitutionnelle décédé qui était une émanation du Sénat, et la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 68 et même la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle sont clairs là-dessus. Lorsqu'il y a décès, ça veut dire qu'il y a un empêchement définitif des membres de cette Cour et automatiquement, il faut procéder à la proposition d'un candidat qui doit pourvoir à cette vacance. C'est justement cette proposition. C'est le Sénat qui est habilité à proposer un candidat qui doit être entériné par le Congrès afin que le président de la République l'investisse par ordonnance. Et pour ce qui concerne le Sénat, le président Modeste Bati a joué sa part, sa partition de la bonne manière dans le respect de la Constitution, mais aussi de tous les textes réglementaires, en proposant le sénateur Louis Mbonga, qui remplit les conditions. Et une résolution du Sénat a été prise au cours d'une plénière souveraine pour proposer, bien entendu, ce sénateur comme candidat de la Chambre haute au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais il se pourrait, malheureusement... C'est justement la procédure qui dérange l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale également a officiellement publié un communiqué pour désapprouver ouvertement cette procédure, qui justifie d'ailleurs sa position de ne pas signer ce document pour avoir ce congrès qui devait y avoir le lundi passé. Non, les arguments évoqués dans cette communication de l'Assemblée nationale sont tellement faibles, démontables, et même par les petits-enfants, dans la mesure où l'on sait que, pour le cas de figure, je tiens à le dire, il ne s'agit pas d'un renouvellement, mais d'un remplacement des membres décédés. Et la Constitution est claire là-dessus. Le président du Sénat, après avoir consulté ses pairs au cours d'une plénière souveraine, un dévolu a été jeté sur le sénateur Louis Mbonga, qui remplit les conditions, comme candidat devant être entériné. Le président du Sénat ne s'est pas adressé au président de la République qui a convoqué le Congrès. Il a fait la proposition à son collègue de l'Assemblée nationale pour convoquer, et bien entendu, le Congrès. Mais c'est au niveau de l'Assemblée nationale que les choses ont été bloquées pour des raisons inavouées. Et madame, vous savez qu'en pareil cas, la responsabilité politique de l'Assemblée nationale est pleinement engagée parce que le peuple appelle de tous ses voeux la tenue des élections et le président de la République, en voulant pourvoir à la vacance qu'il y a eu au niveau de la Cour constitutionnelle, il veut bien répondre aux desiderata du peuple congolais qui veut qu'on aille aux élections. On est à 48 heures ou plus d'un retard pris dans le processus d'organisation des élections, bien entendu, à cause de ces manœuvres dilatoires entretenues au niveau de l'Assemblée nationale. On va lire ce communiqué, du moins un extrait de ce communiqué de l'Assemblée nationale. À ce sujet, l'Assemblée nationale tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale que cette initiative a méconnu les dispositions de l'article 158, alinéa 1er, précité de la Constitution, ainsi que l'article 42 du règlement intérieur du Congrès qui impose la désignation des juges du quota du Parlement soit effectuée par les deux chambres réunies en Congrès et qu'une commission soit mise en place au fin de recevoir les candidatures, les examiner, auditionner les candidats et faire rapport à la plénière du Congrès. Oui, madame, je voudrais m'appesantir sur l'article 42.
la commission est instituée lorsqu'il s'agit d'un renouvellement qui intervient tous les 3 ans. Mais pour le cas de figure, il ne s'agit pas d'un renouvellement, il s'agit d'un remplacement. Et donc, ce communiqué pêche encore une fois dans la façon de présenter les choses et viole même les principes réglementaires qui devaient conduire, bien entendu, à la désignation. Le Sénat n'a fait que proposer son candidat après une plénière souveraine de la Chambre haute qui a jeté son dévolu sur Louis Bonga. Donc il appartenait à l'Assemblée nationale de réunir les conditions de faisabilité et d'organisation du Congrès pour que ce candidat soit entériné. C'est seulement après l'entérinement qu'on peut soumettre au président de la République pour investiture par ordonnance. Donc le Sénat, notamment son président, n'a violé ni la Constitution ni le règlement du Congrès. Alors, donc tout le reste... Puisque vous parlez de la responsabilité politique... Qui est totalement engagée parce qu'on prend du retard dans l'organisation des élections et le peuple congolais appelle de tous ses voeux. Qu'est-ce qui a justement empêché le président du Sénat de contacter M. Mbosso bien avant pour faire les choses en amont? C'est la crainte de voir le choix être discutable. Non, madame. Rien n'a empêché, parce que je vous ai parlé de la résolution 001 du 20 mai 2022. Que vous soumettez justement à c'est une résolution, ce n'est pas une décision, c'est une résolution de la plénière. Et c'est ça la praxis parlementaire requise en la matière. Donc il appartenait au président de l'Assemblée nationale de faire sa part pour que le Congrès se tienne conformément à la correspondance du président de la République. Mais là, on constate, au-delà du refus, que c'est un blocage. Bien entendu, pour que la Cour constitutionnelle fonctionne comme il se doit et attend pour aller aux élections. Un blocage, justement, qui entre dans un volet politique actuellement, parce que le chef de l'État l'a annoncé, mais la faisabilité a posé problème. C'est ce qui a eu report. Aujourd'hui, nous en sommes, vous avez évoqué. 48 heures de retard pris dans l'organisation des élections et la responsabilité de l'Assemblée nationale, notamment au plus haut niveau, est engagée, madame, je tiens à le dire, sans embâche, et que l'opinion prenne acte de cela. Mais justement, l'Assemblée nationale aussi, vous pointe, vous, quand je dis vous, madame, le Sénat, je vous ai démontré... Vous pointe le Sénat pour justement évoquer je dirais, des problèmes extra-congrès, notamment le choix qui s'avère, le choix du sénateur Lumbonga, qui s'avère justement être plus favori à battre. Madame, je vous ai démontré argumentativement et de manière inattaquable comment les choses se sont passées. C'est une plénière souveraine du Sénat qui a jeté son dévolu sur le sénateur Louis Bonga. Lui, il remplace un sénateur qui était juge constitutionnel, M. Mungoulou, décédé. Il le remplace conformément à la praxis en la matière. Et c'est le Sénat qui devait présider ce congrès parce que antérieurement, lorsqu'il fallait désigner les juges qui ont précédé, c'était l'Assemblée nationale qui avait présidé le congrès. C'est le tour du Sénat d'organiser et de présider le congrès. C'est la divine providence, madame, je tiens à vous le dire, qui a voulu que ce soit Louis Bonga qui remplisse les critères exigés pour être présenté comme candidat. C'est une proposition. Le président du Sénat ne s'est pas adressé au président de la République, il s'est adressé à son collègue de l'Assemblée nationale qui devait prendre les dispositions pour que les choses se tiennent conformément à la correspondance du président de la République. Alors, ce qui n'a pas été fait et l'opinion devrait tirer les conséquences de la responsabilité politique pour ne pas parler de la haute trahison au cas où, au jour le jour, on prend du retard dans le processus d'organisation des élections. Alors, quel serait le dénouement possible? Le dénouement, c'est que le Congrès doit se tenir, présidé par le président du Sénat. Si aujourd'hui, l'Assemblée nationale maintient sa position, quel serait le dénouement? Le dénouement devrait absolument être le fait que le Congrès se tienne et que le candidat désigné dans le respect de la Constitution et du règlement du Congrès soit entériné pour enfin être investi par ordonnance présidentielle. Justement, pour que si le contraire arrive, madame, je tiens à le répéter, la responsabilité politique des auteurs de ce retard sera engagée et nous prenons le peuple congolais à témoin. Nous en profitons également pour dire que depuis un temps, le nom de Modeste Bahati est devenu une enseigne commerciale, c'est devenu une marque, les gens le rêvent dans tous leurs songes et nous voudrions mettre fin
fin à cette récréation Dans qui le n'a que cas trop échéant, duré dans le de cas- manière solennelle. dans le cas échéant, Oui. on ne peut que le citer. Vous n'allez pas le interdire parce que Non, il n'y a ça pas que l'engage ce en cas. tant que On le président. voit dans Ça tous les l'engage en rêves. tant que président, Oui. en tant que président du Sénat. Il s'agit Revenons même justement, puisqu'on avait évoqué des questions extra, justement, congrès et consorts. On va revenir ici. Tous les deux présidents sont membres de l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut compter cela entre autres, ce guerre de positionnement ou encore de leadership au sein de l'Union sacrée? On peut mettre ça dans cet actif? Madame, je ne suis pas là pour entrer dans les conflits relatifs au Parce que leadership au c'est la sein de même- l'Union sacrée. on dira Ici, il c'est est le même question regroupement de respecter les textes, notamment la Constitution, mais aussi la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en son article 8. L'article 158 pour la Constitution et donc l'article aussi 42 du règlement du Congrès. Et je vous ai démontré noir sur blanc que le Sénat n'a violé ni la Constitution, ni la loi sur la Cour constitutionnelle, encore moins le règlement du Congrès. Il appartient donc à ceux qui portent la responsabilité de se repentir et de parer au plus pressé pour que la proposition du Sénat soit entérinée par le Congrès et soumise bien entendu, à l'investiture par ordonnance du chef de l'État. Je veux revenir sur cette question quand même. Au cas où l'Assemblée nationale maintient sa position, ça voudrait dire qu'on n'aura pas de congrès. L'Assemblée n'a pas intérêt à maintenir Au sa cas position parce que le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple veut aller aux élections et la Cour constitutionnelle est l'un des maillons importants pour la tenue des élections. Donc l'Assemblée nationale a tout intérêt à libérer le Congrès pour lever l'option finale et entériner le candidat du Sénat. Parce que c'est le Sénat qui est le seul ou la seule institution habilitée à remplacer le juge Mungoulou d'heureuse mémoire qui n'est plus. C'est une logique qui ne demande même pas qu'on évoque ici des articles de la Constitution, madame. Je parle le français de Paris, c'est simple à comprendre, même par les enfants de la maternelle, ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Le juge constitutionnel qui est décédé était une émanation du Sénat, il appartient au Sénat et c'est ça la pratique parlementaire de désigner son remplaçant. C'est très clair comme l'eau des roches, vouloir compliquer, c'est tout simplement de la guerre politique qui ne profite pas au peuple congolais et on n'a pas besoin de ça. Nous sonnons de manière solennelle la fin de la distraction quant à l'utilisation abusive du nom des bâtis, mais aussi à ce galvaudage sémantique autour des notions de renouvellement et de remplacement du juge à la Cour constitutionnelle. Alors un message aujourd'hui justement aux membres de la FDC également qui sentent un tout petit peu qu'on est en train de tout le temps, justement vous venez de le dire, de revenir sur leur autorité morale. Ils consortent donc pratiquement tous les dossiers où il est cité. Si on doit choisir les gouverneurs, c'est Modeste Baati qui est en tête. Et justement, en politique, apparemment, il prend trop d'espace aussi. Ça dérange un tout petit peu les autres qui veulent justement, une année préélectorale, on se dit, oui, chacun doit se positionner. Il y a ce guerre de positionnement, de leadership pour justement, madame, en vue des élections en 2023. Vous connaissez bien l'histoire de Modeste Baati dans ce pays. Vous m'avez aidé à 90% à répondre à votre propre question. Et donc, je peux, par un procès de métaphore, vous dire qu'on ne peut jeter des pierres qu'à un arbre qui porte de fruits. Mais il faut qu'il y ait du respect de la vie privée d'un homme d'État, qu'il y a des enfants, qu'il y a des militants, qu'il y a un parti politique avec un poids politique connu et indiscutable de tous, on doit en tenir compte. Si on veut aussi avoir un poids politique comme celui de l'AFDC, il faut aller aux élections. Il ne faut pas chercher ce poids politique par des manœuvres dilatoires, par la tricherie. Ça, nous allons le dénoncer à haute voix et 24 heures sur 24. Louis Dorbalekela est secrétaire national adjoint en charge de la communication numérique au sein de la FDC. Grand merci d'avoir répondu à notre merci invitation. Beaucoup, madame. C'est à moi. Eh bien, avec vous, justement, aimables téléspectateurs, on va continuer avec le même sujet sur ce report du Congrès. Cette fois-ci, nous recevons un avocat, Jeannot Lompepe du Front commun pour le Congo.
bien, qui a tort, qui a raison? C'est la question à laquelle va répondre sur ce plateau, lui, justement, Jeannot Lompempe, qui est avocat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, cette question revient encore sur la table. On a reçu un tout premier invité qui est venu justement évoquer aussi sur cette question, je le disais tantôt, l'Assemblée nationale, justement, qui ne veut pas l'entendre de cette oreille, qui estime que les choses devaient être faites autrement. D'abord, merci beaucoup pour la question madame. Je viens de soulever même M. Ludo, qui est même secrétaire général adjoint au sein des partis des Bati, le Kobo, et en train d'argumenter sur cette question-là. Malheureusement, j'ai rencontré, j'ai écouté beaucoup de mensonges. Pourquoi? Parce que vous savez que madame, vous m'avez invité en tant qu'avocat et que j'ai l'obligation de pouvoir dire la vérité sur la légalité à ce qui concerne les congrès au niveau des chambres du Parlement. Alors, d'abord, pour répondre très rapidement, madame, il faudrait que, à ce qui concerne la convocation du congrès, vous savez que dans notre pays, nous avons la Constitution, nous avons également les règlements intérieurs au niveau des chambres. Alors, pour les cas échéants, vous avez suivi comment la mort du juge Mongolo qui est parti. Alors, le chef de l'État, il avait demandé aux deux chambres de pouvoir convoquer le congrès afin de pouvoir désigner un autre juge au niveau de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, nous, État qui cherchons au niveau du droit constitutionnel, nous avons remarqué l'esprit des métiers Bati le Kobo qui veut à tout prix, n'est-ce pas, remplacer ou bien carrément mettre son membre, n'est-ce pas, qui est de FDC au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourquoi madame? Parce que, vous savez, si vous lisez l'article même 158 de la Constitution, l'article 58 pose des principes sur comment le juge constitutionnel peut se retrouver dans cette cour-là. Il y a 3 pour la présidence, il y a 3 pour le Parlement, il y a 3 pour le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, malheureusement, pour les cas échéants ici, normalement, il fallait convoquer le congrès. Le président, selon mes informations que j'ai eues, madame, État que chercheur, le président des chambres basses, l'honorable Mbosso Kodia, il avait déjà, madame, signé un communiqué conjoint qu'il a envoyé, n'est-ce pas, auprès de son collègue, le professeur Bati, le Kobo, de pouvoir signer cela. Étant que le président du Sénat convoqua les congrès. Malheureusement, selon encore mes sources, madame, le professeur Bati, le Kobo, lui, étant que président du Sénat, il a refusé, n'est-ce pas, de signer ce communiqué-là conjoint portant sur la convocation du congrès, imposant un certain nombre de conditions. Notamment, d'abord, Bati le Kobo veut s'assurer que non, voilà, son candidat de son parti politique, qui est de FDC, que non, il doit passer lors de ce congrès-là. Deuxième élément, madame, il impose comme une condition que non, il doit être rassuré si lors du congrès que son candidat va nécessairement passer. Or, si vous lisez le règlement intérieur, parce que l'Assemblée nationale, il a son propre règlement intérieur, c'est comme le Sénat, mais il y a un règlement intérieur commun qui convoque les congrès. Or, si vous lisez dans l'article 42, l'article 42 est clair par rapport à cette question-là. On convoque le congrès et que le congrès met en place une commission paritaire. Vous voyez, une commission paritaire des sénateurs et des députés qui vont pouvoir réceptionner, n'est-ce pas, les candidatures de différents demandeurs au niveau des postes de la Cour, au niveau de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais justement, le Sénat évoque ici pas la désignation, mais plutôt le remplacement en cas de décès. Et la question, justement, le Sénat est revenu sur je dirais, ce quota qui revient aux sénateurs et non aux députés. Non, mais madame Alec, écoutez, ce quota n'est pas de manière automatique. C'est comment je veux, c'est quoi? C'est le respect de la loi, le respect de la procédure. L'honorable Bati, il est censé de pouvoir respecter les textes. Lui, étant que président d'une chambre haute, il ne peut pas violer même la Constitution, mais les règlements intérieurs. Le règlement est clair. Ce sont les règlements. Nous parlons parce qu'on est chercheur en droit. Voilà pourquoi nous sommes en train de mixer de cette question-là. Mais la loi est claire, madame. On vous dit que non, il faut une convocation du congrès, madame. Et que l'honorable Mbosso, lui, il a signé un communiqué. Il a envoyé ça. Vous pouvez même aller chercher, madame, dans la table du bureau chez l'honorable Mbosso. Il a cette communiqué. Je vous dis que Bati a refusé. Si hier on n'a pas eu le congrès, c'est pas que Bati a refusé. Il a dit net que non, si son candidat il ne va pas passer, lui il ne va pas signer. Le président du Sénat a refusé la procédure proposée par l'Assemblée nationale. Non, mais ça c'est... Non, il n'a pas le droit de refuser. C'est une procédure réglementaire. C'est prévu dans les textes, dans les règlements. Lorsqu'on vous dit que non, d'abord on lance un communiqué conjoint
convoquant les congrès, on met en place une commission paritaire qui va pouvoir réceptionner les candidatures afin de désigner, n'est-ce pas, celui qui sera, n'est-ce pas, présenté lors du congrès pour son approbation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Regardez comment M. Bat Lukobo, lui, s'est précipité, madame, avec sa fameuse résolution-là, portant sur la désignation de son membre de son parti politique pour remplacer, n'est-ce pas, le juge Fongolo qui est décédé récemment ici, madame. Ça, c'est une procédure qui viole même la loi. Pourquoi? Parce qu'au sein du Sénat, madame, nous avons suivi, il y a eu d'autres candidatures qui ont étouffé. Il n'a pas voulu, comme l'éminent professeur ici, on parle de son nom, comment il s'appelle, le professeur Moleka. Lui aussi, il devait postuler. Malheureusement, Bahati a étouffé sa candidature. C'est comme ça que non, ils ont fait ça même en précipitation. Pour chercher, pour faire à tout prix. Pourquoi Bahati fait seulement à tout prix remplacer quelqu'un au niveau de la Cour constitutionnelle? C'est parce qu'il a des ambitions, madame. Vous savez, du point de vue constitutionnel, Bahati sait que non, au cas de maladie, oui. Bahati sait que non, n'est-ce pas? Au cas d'empêchement du président de la République, celui qui est comme considéré le dauphin politique, du point de vue constitutionnel. C'est comme ça que non, il a avec une stratégie politique de chercher moyen, n'est-ce pas, avoir coûte que coûte son candidat à lui au niveau de la Cour constitutionnelle. Et là, ce n'est pas normal. Parce que j'ai suivi même... mais, s'il vous plaît, mais rien n'empêche, rien ne dit pas non plus que le candidat choisi par le Sénat n'aurait pas été choisi dans l'autre forme de réunion voulue par l'Assemblée nationale. Rien ne dit pas qu'il n'aurait pas été choisi. La désignation de l'honorable sénateur, là, c'est une désignation d'abord, dit fraude. Il y a fraude. Il y a fraude. Pourquoi? Parce que c'est la commission paritaire qui est censée de pouvoir, n'est-ce pas, établir, choisir un candidat. Ce n'est pas battre le corps, madame, de pouvoir imposer, parce que vous-même, si vous lisez même, vous demandez certains sénateurs, ils ne sont pas d'accord sur cette résolution-là. Certains sénateurs pensent que Bati a imposé son candidat à lui. Alors, quel serait à ce niveau le dénouement? Parce qu'il faudrait que, justement, ce congrès se tienne et que l'on ait ce juge de la Cour constitutionnelle. Quels seraient les dénouements possibles dans le cas échéant? Maman, c'est très simple. Il y a d'abord deux chemins. Premier chemin, c'est quoi? L'honorable Bati Lukobo, il est obligé d'abord, n'est-ce pas, de pouvoir signer ces communiqués-là, les communiqués conjoints, qui convoquent les congrès. Deuxième chemin, madame, il y a la mise en place, n'est-ce pas, d'une commission paritaire pour statuer à une candidature qui sera présentée au niveau de la plénière. Et c'est à l'issue de la plénière du congrès que le candidat là sera présenté devant ses pairs et qu'il va bénéficier, n'est-ce pas, la confiance de tous les deux chambres. C'est comme ça que c'est à l'issue de ça que non, les deux chambres vont préparer, n'est-ce pas, une correspondance pour envoyer ça au président de la République afin de pouvoir investir, n'est-ce pas, de prendre une ordonnance portant l'investiture du remplacement du juge Mungulu qui est parti. Donc, c'est ça la procédure. Mais ce que nous demandons, c'est quoi? Nous demandons à l'honorable Bahati Lukobo de pouvoir avoir les bons sens. Ce n'est pas normal, madame. Ils gèrent aujourd'hui une chambre, on appelle ça la chambre haute. Et qu'il est censé de pouvoir protéger même l'union sacrée. Ce qu'il fait aujourd'hui, parce que les gens passent comme si c'est l'honorable Mbosso qui bloque. Ce n'est pas Mbosso qui bloque la tenue du congrès. C'est contrairement, c'est l'honorable Bahati Lukobo. Parce que lui, il a imposé des conditions. Madame, depuis quand le président du Sénat pose ces conditions à lui, il veut savoir si les congrès, n'est-ce pas, vont pouvoir statuer si son candidat à lui. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça que moi je dis, madame, quand vous pouvez poser cette question-là, et que parmi les solutions, donc, il faut qu'on convoque d'abord les congrès, on met en place la commission paritaire, et que si l'honorable Bahati pense que non, n'est-ce pas, il est censé de pouvoir présenter les candidats du Sénat. En tout cas, les jeux doivent se jouer au niveau de la commission paritaire. Parce que c'est là où il y a ce qu'on appelle ça, les arrangements politiques, madame, pour désigner un seul candidat pour remplacer le juge Mungulu à la Cour constitutionnelle. Mais faire des choses, madame, de manière précipitée, de faire des choses avec une idée de pouvoir chercher, moi, n'est-ce pas, à dire que non, voilà, j'ai des intérêts constitutionnels et que je suis obligé de pouvoir à tout prix avoir placé les miens à moi au niveau de l'FCC, au niveau de la Cour constitutionnelle. J'aimerais quand même savoir la logique selon laquelle les candidats doivent provenir du Sénat, doivent être des sénateurs. Cette optique est maintenue. Oui, mais c'est maintenu. On n'a pas exclu. Ce que nous voudrons, c'est quoi? C'est d'abord même le jeu démocratique. Il faut laisser tous les sénateurs de pouvoir s'exprimer. Parce que, imaginez seulement, la candidature, ça c'est une candidature unique.
J'ai cité le cas du sénateur Le Procès Moleka. Lui aussi, il a des ambitions. Non seulement les sénateurs, il y a d'autres sénateurs qui veulent nécessairement aller à la compétition pour devenir juge à la Cour constitutionnelle. Vous voyez, ce que nous demandons, c'est le respect parce qu'au niveau même du Sénat, il n'y a eu aucune commission. Donc, c'est un arrêt. Quand vous voyez les résolutions du Sénat là que l'honorable Bati a envoyé à son collègue honorable Mbosso, ça, ce n'est pas une résolution, madame. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas une résolution. Ça, c'est une imposition que Bati a imposée à d'autres sénateurs de pouvoir accompagner son candidat à lui. Or, ça ne se passe pas comme ça. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est le respect des textes. C'est la légalité constitutionnelle et réglementaire. Le jeu est tellement simple. S'il veut placer n'importe quel candidat à lui, mais pourquoi pas respecter la loi? Convoquer d'abord, signer le congrès. Là. Je répète, madame, il a les communiqués, n'est-ce pas? Si sa table au niveau du Sénat, là, il est obligé de pouvoir signer cela. Pourquoi l'honorable Bati refuse de signer d'abord, madame, cette communiqué-là? Parce qu'il veut se rassurer que non, voilà, si les honorables députés, n'est-ce pas, vont à tout prix, n'est-ce pas, soutenir sa candidature, son candidat à lui. C'est comme ça que nous dénonçons quand même cette pratique-là. L'état des droits, c'est le respect des textes. Alors actuellement, j'ai compris que l'honorable Bati, il a dépêché, n'est-ce pas, comment on appelle ça, c'est communiqué à lui de pouvoir aller nuire à son collègue qui est l'honorable Mbosso. Or, nous étions que chercheurs en droit, j'ai fait mes recherches à moi, je me suis rendu compte que non, la faute, ce n'est pas l'honorable Mbosso. Comme le fait voir quoi à l'opinion, ce n'est pas Mbosso. Le problème, c'est Bati qui bloque ces fonctionnements du Congrès. Parce que s'il a signé ça, si même aujourd'hui, je crois que vous allez suivre ça même demain, vous allez voir les communiqués conjoints et qu'avant la tenue du Congrès, il y aura une commission. C'est la commission qui va statuer. Ce n'est pas à lui de précipiter parce qu'il a des ambitions cachées, tant qu'il est le dauphin constitutionnel du président de la République. Aujourd'hui, je me pose la question quand même, c'était une demande du chef de l'État, oui, mais qui n'a pas été respectée. Non, mais c'était une demande du chef de l'État. Si ce n'est pas respecté, quelle est la responsabilité à combattre la faute? C'est à l'honorable Bati le Kobo. Parce que lorsque je vous dis, c'est depuis, madame, le 19 mai, que l'honorable Mbosso, il a transféré, n'est-ce pas, les communiqués portant sur la convocation du Congrès. Depuis le 19 mai. Mais pourquoi l'honorable Mbosso refuse, l'honorable Bati le Kobo, refuse de signer ce communiqué-là? C'est que c'est lui le problème. C'est lui qui bloque même la machine institutionnelle. Parce que les institutions doivent travailler, doivent fonctionner. Comment imaginer mal pour des intérêts partisans que Bati veut placer son quelqu'un au niveau de la Cour constitutionnelle, il bloque même la tenue du Congrès. C'est comme ça que moi je lance un appel au président de la République. Je crois que nous pouvons avoir des divergences sur les plans politiques. Mais à ce qui concerne la légalité constitutionnelle, la Constitution contre d'autres documents, n'est-ce pas, qui régit les institutions de la République, le président de la République, il est censé, n'est-ce pas, de pouvoir rappeler à l'honorable Bati Lukobo la nécessité de pouvoir, signer d'abord ce communiqué-là conjoint portant sur la convocation du Congrès. Deuxième élément, de rappeler à l'honorable Bati, parce que j'ai l'impression que l'honorable Bati Lukobo, il n'a pas de conseillers juridiques. Parce que s'il avait des conseillers juridiques, je crois que les conseillers peuvent l'aider sur cette question-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, moi, je dis ceci. Si les gens un dernier mot, très rapidement. Très rapidement, madame. Si les gens pensent que la faute ou bien la responsabilité politique doit tomber à l'honorable Mbosso, ce n'est pas à Mbosso de répondre. Si la responsabilité politique du Congrès, c'est à l'honorable Bati Lukobo de pouvoir répondre sur cette question-là parce que c'est lui qui a bloqué la machine. Si même aujourd'hui, comme il me suit maintenant là, il peut signer ce communiqué-là et que demain, on convoque le Congrès, il y aura une commission paritaire qui va statuer, n'est-ce pas? Madame, s'il veut jouer le rôle, n'est-ce pas? Il y a les arrangements. Ils peuvent aller au niveau de la commission paritaire. Au lieu de bloquer la machine. Donc, pour moi, j'ai donné d'abord l'attitude de l'honorable Bati Lukobo qui n'arrange pas la République. Ce n'est pas normal de nous montrer que vous avez des intérêts égoïstes. Ce n'est pas normal. Monsieur Jean Pepe, grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes maître avocat. Merci beaucoup, madame. Et vous intervenez en tant que tel. Oui, certainement. Grand merci à vous. Alors, nous allons changer carrément de sujet pour justement parler de ce taxe à impôt que l'on impose aux véhicules et justement, quelle serait la méthodologie autre, plus rentable et qui ne semblerait pas tout bloquer en ce qui concerne la circulation et également la mobilité des véhicules. On en parle tout de suite. Sans vos risques d'aggraver les conflits.
Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Monsieur Takizala nous a rejoint ici sur ce plateau avec lui. Justement, nous revenons sur ce contrôle technique ou encore les taxes et talco-vignettes qui semblent un tout petit peu vous déranger. Non, ça ne nous dérange pas. D'abord, je conseille à mes compatriotes que ces derniers temps, il faut faire toujours attention parce que Covid n'a pas encore laissé le terrain. Oui. C'est pour ça le bandeau, Oui. je remarque qu'en circulant dans notre pays, on dirait qu'on attend encore que les gens commencent à partir pour que nous puissions, et c'est un petit geste qui est simple, ça ne nous coûte rien, mais qu'on puisse se protéger pour que nous puissions produire ensemble. Vraiment, tous les Congolais, à travers la République démocratique du Congo, avec ces petits bandeaux, ça va nous permettre d'avancer. Je crois que ça ne nous dérange pas. Vous savez, nous devons avancer. Nous devons comprendre que le pays aujourd'hui, l'imposition, vous savez, dans tout le pays du monde où la taxation, quand un individu paye, c'est avec fierté. Parce qu'il sait qu'il contribue. Il sait qu'il avance la République. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, madame, nous avons beaucoup de problèmes à traiter. Mais dans tout le pays du monde, parce que ce n'est pas nous qui avons inventé ce système, nous en récupérons aussi dans les autres États qui fait les trucs. Mais normalement, il y a des institutions en partenariat avec le système collectif. Parce que la naissance de véhicules se fait chez ce qu'on appelle le fabricant et la distribution de véhicules se fait autour de celui qu'on appelle garagiste ou concessionnaire. Et l'expertise contrôle, ça se fait, c'est ce qu'on appelle le contrôleur. À part ça, il y a ce qu'on appelle le banque d'assurance. Et puis après, nous avons le monde financier. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous devons renforcer la chose. C'est vrai, nous devons contrôler les gens en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que Kinshasa vit la physionomie de la ville de Kinshasa. Et une grande partie des gens, le matin, quand ils se réveillent, ils se versent vers la partie coloniale qu'on appelle Limité et Kalina. Mais maintenant, quand on commence à décider de barricader, c'est pour récupérer. Mais à un moment, il y a encore d'énormes manques à gagner parce que du terrain économique, ça frise l'économie. Parce que la plupart des salariés commencent à marcher à pied. Et la plupart des entreprises se frustrent. Or, logiquement, il faut maintenant changer la façon de faire. Nous, chez Spécial Autogarage, l'entreprise que je préside, on a proposé beaucoup de pistes pour l'imposition de l'automobile. Mais bizarrement, nous attendons du côté du législateur, du côté de l'État, du côté des institutions étatiques, de faire le mixage avec les entreprises. C'est autour des entreprises qu'on peut récupérer. Vous savez que le carburant que nous... Oui, il y a beaucoup de pistes. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous savez que le carburant que nous achetons à la pompe, l'automobiliste paye aussi la contribution. Est-ce qu'on lui barricade? On ne lui barricade pas. Mais en achetant directement, on prélève quelque chose sur le carburant. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le fameux taxe valeur ajoutée. Est-ce qu'on fait des mirailles pour récupérer le taxe valeur ajoutée? Non, ça signifie qu'il y a des méthodes. Mais pour récupérer, ça ne veut pas dire que les 3 jours qu'on a fait ici, que tout automobiliste a payé. Non, un bon nombre des automobilistes ont gardé le véhicule à la maison. Après, quand l'accalmie arrive, automatiquement, ça revient comme si rien n'était. Je crois que la ville de Kinshasa et tout le gouvernorat de la République démocratique du Congo doit chercher à travailler avec les professionnels sectoriels. Parce que c'est autour des professionnels sectoriels que les spécial autogarage qu'on peut prélever à la source. Donc, si on prélève la ressource, les gens vont... Ça va aller automatiquement. Prélever à la source, ça va se passer comment? C'est la grande question. Ça va Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des éléments. On va pas se verser sur le plateau de télévision. Mais nous disons qu'on a proposé au Parlement, ce que Spécial Auto propose, pour que nous prélevons les impositions à la source. On a proposé au Sénat, on a proposé à la présidence de la République et même à la primature, nous Spécial Auto, parce que nous estimons que ce n'est pas autour de ça qu'on va mettre l'improductivité de la ville ou l'improductivité de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille ici sur le Kalina et il réside du côté des Mboudi. Donc, il va commencer à faire pied et le lendemain, il ne va pas venir au travail. Même il vient au travail, il ne sera pas apte. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on cherche à récupérer quelque chose. Mais on peut le faire sans tout ça. On peut le faire en faisant habilement, professionnellement, avec le professionnel. Et puis aussi, il faut renforcer l'outil de contrôle de la République démocratique du Congo. Le contrôle ne peut pas venir à chaque fois parce qu'on est tenté de contrôler. Il faut renforcer nos policiers. Vous regardez par exemple la police routière aujourd'hui. La plupart, bon nombre n'ont pas de locomotive. Les moyens de déplacement, même un moto, tout ça, les motards. Il faut donner des moyens à ces gens-là et puis renforcer la signalétique routière, madame. La signalétique routière, ce n'est pas partout. Et puis, faire justement, tous ces paiements
c'est justement pour avoir les vignettes et consorts, c'est pour justement réparer les routes, aider la population à avoir des matériels adéquats justement pour la circulation, également pour la propreté de la ville, notamment la lumière et consorts. Mais si on devrait... Moi, je dirais aujourd'hui, le nœud du problème, c'est la méthodologie qui pose problème aujourd'hui. Mais oui, la façon, c'est que... C'est tout simplement ça, c'est cette méthodologie qui arrive à poser problème, qui donne l'impression d'un forcing, c'est-à-dire vous arrivez à forcer les gens à faire quelque chose. C'est ce qui dérange un peu. Même un enfant, avant de marcher, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Je vous dis que d'abord, nous sommes rentrés dans cette ingénierie ou dans l'industrie de l'automobile sans apprentissage. Quand vous regardez le nombre des auto-écoles en République démocratique du Congo, c'est un problème. C'est là aussi la pédagogie joue un rôle. Ça signifie que ceux qui conduisent devaient, si 3/4 passaient via les auto-écoles, ils pouvaient avoir aussi la pédagogie. Et les auto-écoles, ce n'est pas l'État, c'est aussi la partie privée de la République démocratique du Congo. Or, nous, depuis les années 77, ça signifie qu'on veut construire un État sans la partie privée. Et la partie privée, quand on fait des choses pour l'intérêt collectif, on n'associe pas la partie privée, autre que la partie privée, madame, a un rôle. Parce que celui qui a passé dans l'auto-école doit savoir que rouler sans assurance, c'est un problème. Celui qui a passé dans une auto-école, doit savoir que rouler sans contrôle technique, c'est un problème. Celui qui a passé dans l'auto-école, sans permis de conduire, c'est un problème. C'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'il ne suffit pas de croire qu'en mettant le barricade, qu'on va absorber les problématiques. Non, maintenant, il faut innover. Ça signifie que l'État doit chercher des professionnels dans ce secteur. Et aujourd'hui, bon nombre des gens qui achètent des véhicules, ils ne passent pas par des structures telles que spécial autogarage. Parce que s'ils passent chez des professionnels, logiquement, dès la sortie de véhicule, il y a plus de mécanismes qu'on peut faire tranquillement, sans bruit, sans tout ça, ainsi de suite, et puis les choses avancent. Mais aujourd'hui, 3/4 des gens, qui soient professionnels, qui soient particuliers, qui soient institutionnels, vous voyez que les gens n'ont même pas cette culture-là et on ne les enseigne pas. Mais pour les enseigner, il faut associer le monde professionnel. Si on n'associe pas le monde professionnel, ça sera extrêmement difficile. Aujourd'hui, la meilleure de façon, ce serait numérique actuellement. Numérique chez qui? Vous savez, la TVA, quand on a inventé la TVA pour collecter des fonds et financer la guerre à l'époque, ils ont compris que l'État tout seul ne fera pas la chose. Il fallait associer le monde marchand. Et c'est le monde marchand qui récupère lorsque le consommateur achète. Donc aujourd'hui, pourquoi croire que tout ce qu'on peut récupérer dans l'imposition de l'automobile, ça doit se faire uniquement dans le guichet administratif? Nulle part ça se fait comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, mettre au dos les professionnels que nous sommes... Là, il faudrait déjà commencer par revisiter les textes de loi, parce qu'ils s'y réfèrent. C'est cette méthodologie, il se réfère à des textes de loi qui donnent justement cette méthodologie-là de comment faire, comment récolter. Alors, si, par exemple, en ce qui concerne les impôts fonciers et consorts, il y a cette méthodologie qui est dans la loi, il faudrait commencer par revisiter encore la méthodologie à travers la loi pour commencer à changer justement. Aujourd'hui, on parle de la numérisation, par exemple, avec les taxes, avec l'impôt foncier. Aujourd'hui, on voit, par exemple, en ce qui concerne la vignette, le paiement s'est fait par voie bancaire, par exemple. Oui, mais parce que, madame, il faut amener la numérisation doit se faire avec des acteurs. S'il n'y a pas des acteurs, ça sera extrêmement difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez chez votre banquier, vous voulez acheter une maison, le banquier joue le rôle des conseillers et de la personne qui vous emprunte. Ça signifie qu'il va faire attention à beaucoup. Et puis, il doit respecter aussi la législation en disant, voilà, il y a ça et ça et ça. Il va être un hub, ça signifie qu'un conseiller pour la personne qui veut acheter une maison et acheter un véhicule. Donc, automatiquement aujourd'hui, continuer dans ce qu'on a fait pendant 60 ans, dire voilà que dans des périodes, l'État va barricader les gens dans le riz, je crois que ça sera extrêmement difficile. Qu'il soit même dans l'imposition foncière, dans les positions foncières dans tout le pays du monde, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que le marchand dans le secteur de l'immobilier, ça signifie que les boîtes qui construisent des maisons, les boîtes qui vendent des maisons ont ici un rôle, et puis les notables. Ça signifie que si nous pensons, ça signifie qu'aujourd'hui le vrai problème de la République démocratique du Congo, Madame Boutela, c'est quoi? Ça signifie que nous ne comprenons pas qu'il faut faire comme les autres États. Ça signifie que nous devons avoir un épaisseur du monde professionnel privé. Dites-moi parce que le PCR du monde professionnel privé va permettre que cette imposition, ce sera quelque chose de simpliste. Dites-moi un tout petit peu. On part avec la taxe, avec la TVA. Oui. La TVA, on le prélève où? C'est quand vous entrez dans un supermarché, vous achetez. Oui. C'est là qu'on prélève la TVA. Mais c'est ce qui se fait dans tous les pays. Justement, aujourd'hui, ça marche pourquoi? Parce que nous arrivons quand même à avoir aujourd'hui un bon nombre
des supermarchés, Oui. des boutiques, comme ça. Oui. Les gens commencent un tout petit peu Oui. à avoir cette culture Oui, oui. d'aller acheter les histoires dans les supermarchés. Oui. Mais à l'époque, quand il y avait les Indes, vous allez faire quoi? Oui. Il n'y a pas de supermarché, tout on achète aux Indes. Oui. Aux Indes, on a la taxe, on Oui. a la TVA. Oui. Ça dit, je prends mes Oui, 200 francs, oui. elle prend ses 200 francs, elle part, Oui. il n'y a pas de taxe, on ne prélève rien. Aujourd'hui, on prend par exemple dans le marché de l'automobile. Oui, oui. Combien vont acheter les véhicules dans les maisons de vente d'automobiles? Il y en a d'ailleurs combien des maisons qui vendent d'automobiles ici en République démocratique du Congo? Le nombre de véhicules que nous avons, c'est dans des marchés informels. Mais c'est ça. Nous accueillir comme ça, nous Mais des milliers de voitures que nous avons ici, ça ne provient pas des usines, des entreprises. D'où la nécessité de faire monter des sociétés telles que Spécial Autogarage à travers la République démocratique du Congo. Ça signifie que vous avez donné un bel exemple épatant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le paie que nous collectons sur la taxe valeur ajoutée, parce que le nombre des entreprises qui peut permettre que les choses se fassent. S'il y avait des entreprises, les ventes Mais officielles nous sommes des là, véhicules nous sommes d'occasion. là. Ça signifie que Paris se construit pas à une seule journée, ça veut dire qu'on commence quelque part. Mais aujourd'hui, dans le territoire, vous avez des boîtes telles que les Spécial Autogarage. C'est aux côtés des législateurs, ça signifie que ceux qui cherchent que nous puissions avancer, de faire monter les sociétés structurelles dans le monde de l'automobile. Parce que nous, lorsque nous permettons que l'informel nous domine ici, ça sera extrêmement difficile parce qu'il faut la pédagogie. Mais cette pédagogie professionnelle ne peut pas se faire uniquement du côté de l'administrateur de l'État, mais elle doit se faire aussi du côté des professionnels. C'est pour cela aujourd'hui, avec le bien technologique, nous venons de mettre un site internet www.sakin.com pour faire ça, parce que c'est un énorme manque à gagner. Là, nous voyons dans l'imposition, mais aussi le énorme manque à gagner en termes de l'attractivité ou le pouvoir d'achat. Parce que quand le Congolais achète l'automobile, personne n'est à côté de ces Congolais. Et après, il faut l'imposition qu'on va le taper. Pendant ce temps, nous ne produisons pas. Et on n'arrive pas à avancer. Aujourd'hui, l'État, s'il veut récupérer, je vous dis que les 3 jours qui viennent de se passer dans la ville de Kinshasa, ça ne dit pas que tous les véhicules ont payé. Non. Tous les véhicules n'ont pas payé et automatiquement, ce n'est pas ça qui va faire que tout le monde puisse payer l'imposition autour de l'automobile. Mais si nous voulons avancer, suivons l'exemple des supermarchés, ça veut dire que l'État doit travailler avec les professionnels de l'automobile. L'État ne peut plus permettre que l'informel soit supérieur à... Il faut des mesures incitatives. Il faut des mesures incitatives. Aujourd'hui, l'État congolais ne peut pas nous dire exactement quel type de modèle de véhicules nous avons dans notre pays. Ah oui? Non. Le pays a tellement reçu des types de modèles, de véhicules, les consorts. Aujourd'hui, il n'y a pas une politique, aujourd'hui, comme on voit par exemple en Europe, où actuellement, la promotion qui se fait, c'est par exemple les voitures rechargeables, les voitures électriques. C'est petit à petit que l'on arrive à imposer cela. Déjà, ça commence à évoluer. Et on sent que c'est une politique du pays qui tend vers telle chose. Aujourd'hui, chez nous, nous avons encore la possibilité, chacun va acheter le véhicule de sa marque et puis tout ce qu'il veut quand même. Il n'y a pas de régulation dans ce secteur-là. Mais oui, parce qu'on ne peut pas parler de politique si nous n'avons pas des acteurs dans le pays, si c'est l'informel qui nous dirige. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut travailler avec des acteurs sectoriels. C'est eux qui peuvent produire le matière qu'on va appeler politique. Et c'est ce que moi j'ai dit aujourd'hui. Je constate, d'un côté, nous voulons récupérer vignette, de l'autre côté, l'économie se frustre. Parce que le nombre manque à gagner où la personne qui pouvait faire 8 heures de travail, mais elle nous fait 5 heures. Si on comptabilise par le nombre de gens qui ont fait dans ces 3 jours-là, de l'autre côté, la République ne gagne pas. Mais maintenant, il faut le faire habilement. Mais pour le faire habilement, il faut que l'État fasse des mixages avec les entreprises qui sont dans le secteur, et c'est autour de ces entreprises qu'on peut produire, on peut pondre les innovations, et telles que ces innovations que Spécial Auto propose pour que nous puissions prélever à la source. Et en prélevant à la source, on va éduquer le consommateur, on va éduquer les gens, les assujettis des taxes autour de l'automobile. Sinon, automatiquement, la compréhension dans l'espace public n'existe pas, et cette compréhension, ça prend autour des interfaces. Malheureusement, aujourd'hui, les sociétés telles que Spécial Auto Garage sont en difficulté parce qu'on laisse que l'informel puisse dominer, et pendant ce temps, on veut récupérer. Il ne faut pas vouloir quelque chose de faire le contraire, parce que là, on veut quelque chose. On veut collecter. Mais, bizarrement, on laisse l'informel nous diriger. Comment on peut collecter? Et les sociétés qui sont dans la formalité sont en difficulté. Il faut faire une table là, donc, le plan de l'automobile en République démocratique du Congo avec des acteurs sectoriels.
Et c'est cet mixage-là, moi j'ai proposé beaucoup de choses, et c'est aux autorités de venir, de travailler avec nous, que nous puissions prélever d'une façon noble et qu'on puisse avancer la République démocratique du Congo dans ce secteur. Mathieu Tekiza, un grand merci d'avoir été de notre. Je rappelle également que c'est moi qui vous remercie, Madame Boutel. Justement dans ce secteur de l'économie où vous venez très souvent avec des innovations qui, nous espérons, vont être prises en compte par les décideurs pour que justement le secteur de l'automobile aussi puisse être réglé et normalement avec les taxes qui ce sont des milliards. Le stationnement payant, qui vont suivre justement. Les contraventions routières, il y a beaucoup de choses. Ce sont des milliards qui sont dans la rue. Et travailler avec des acteurs sectoriels, vous verrez que le Congo va gagner dans cette industrie. Le Congo va gagner, nous l'espérons justement. Et on rappelle qu'on a évoqué notamment la question du report du Congrès à qui incombe la faute justement entre le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ou encore est-ce la guerre de repositionnement politique. On a évoqué cela avec deux autres invités, notamment Luder Balekelai et Jeannot Mompempe, maître avocat. Dans quelques instants, c'est la grande édition du journal avec Gloria Mbouya Moutala. On se retrouve avec vous déjà demain pour le journal de 13h. Au revoir.